Deux chiffres opposés ont suffi à faire taire la salle de l'ONU. Une invitation diplomatique, une alliance souveraine. En quelques minutes, le discours du président du Libéria a placé Ibrahim Traoré, dirigeant du Burkina Faso, au centre d'un débat mondial. Pourquoi un chef autrefois perçu comme symbole de résistance devient-il aujourd'hui un partenaire reconnu sur la scène officielle? Et si ce geste n'était pas un simple protocole, mais le signe d'un basculement du pouvoir en Afrique de l'Ouest? Le discours du président du Libéria n'était pas une déclaration polie, c'était une promesse risquée. En évoquant publiquement Ibrahim Traoré et l'alliance des États du Sahel, il a relié son pays à une dynamique qui redéfinit la souveraineté africaine. L'enjeu dépasse la simple coopération. Il s'agit de savoir si les États africains peuvent désormais choisir leurs partenaires sans approbation extérieure. Car derrière l'invitation à Monrovia se cache une question d'équilibre. L'Afrique peut-elle parler d'une seule voix sans se soumettre à un seul modèle? Les avantages sont clairs. Renforcer la sécurité régionale, construire des relations économiques équitables et affirmer la dignité des nations. Mais le risque est réel. Provoquer la méfiance de ceux qui préfèrent une Afrique dépendante. Cette tension entre ambition et prudence définit le véritable enjeu de l'instant. L'avenir du continent se joue peut-être ici, dans la manière dont une poignée de dirigeants ose transformer une invitation en tournant historique. La révélation ne vient pas d'un secret, mais d'un changement d'attitude. En à peine 10 jours, Monrovia a transformé un geste protocolaire en signal diplomatique majeur. Inviter Ibrahim Traoré et l'alliance AES à un dialogue structuré. Ce mouvement, jugé impensable il y a encore un an, marque une rupture nette avec la logique d'isolement imposée aux États sahéliens après leur retrait d'ECOWAS. Les observateurs notent une chronologie parlante. Depuis août 2023, la coopération sécuritaire régionale s'est réécrite. Les forces maliennes, nigériennes et burkinabées ont mutualisé leurs dispositifs frontaliers. Le Libéria, longtemps discret sur les questions de défense, a choisi d'y répondre par la diplomatie. Dans un continent où les sommets s'enchaînent sans résultat tangible, l'appel de Monrovia paraît à la fois audacieux et pragmatique. Mais l'histoire a aussi sa mécanique. Ce geste s'inscrit dans une réaction en chaîne. Les sanctions internationales ont fragilisé les circuits commerciaux du Sahel. En retour, les États de l'AES ont créé des corridors économiques alternatifs. Le Libéria, dépendant de ces routes pour une partie de ses exportations minières, y voit désormais un intérêt concret plutôt qu'un simple élan panafricain. C'est ici que se joue la mini-révélation. La solidarité politique devient aussi un calcul économique. Reste la question morale. Dialoguer avec des régimes militaires, est-ce légitimer la rupture démocratique? Monrovia répond par un pari mesuré. L'inclusion vaut mieux que l'exclusion. Sous cette logique, l'invitation à Ibrahim Traoré ne consacre pas un modèle. Elle ouvre un espace où l'Afrique tente, peut-être pour la première fois depuis longtemps, de négocier sa stabilité en parlant d'égal à égal. Le visage du tournant africain ne se résume pas à Ibrahim Traoré. Autour de lui, une constellation d'acteurs se met en mouvement. À Bamako, des conseillers militaires parlent désormais de autonomie de sécurité, plutôt que d'alliance de circonstances. À Niamey, les économistes évoquent des circuits d'exportation réinventés, libérés des routes imposées. Et à Monrovia, de jeunes diplomates voient dans la démarche du président libérien un apprentissage du courage politique. Les effets de ricochet se font sentir vite. Les chancelleries d'Abuja et d'Accra réévaluent leurs canaux de communication avec le Sahel. Des ONG locales, longtemps tenues à l'écart, commencent à envisager des programmes communs centrés sur la sécurité alimentaire plutôt que la tutelle institutionnelle. Ce glissement d'approche, encore fragile, illustre la portée du geste libérien. Transformer la méfiance en discussion, la distance en passerelle. Un exemple illustre cette dynamique. Un forum informel réuni à Dakar en février dernier, où d'anciens ministres
et des représentants de la société civile ont débattu de l'ère post-intervention. Ils y ont reconnu que la fermeture du dialogue avait souvent alimenté l'instabilité. En rétablissant le contact, Monrovia ne cherche donc pas à rompre avec ses partenaires traditionnels, mais à élargir le cercle du possible. Au cœur de cette logique, un principe simple: la stabilité ne se décrète pas, elle se construit à plusieurs. Et c'est précisément ce que ce nouveau cycle semble vouloir tester, pas à pas. Le Libéria prend un risque, certes, mais il le fait avec une conscience aiguë du moment historique. Tout commence par une série de gestes apparemment dispersés. Janvier 2024, Bamako, Niamey et Ouagadougou officialisent la charte de l'Alliance des États du Sahel et un pacte sécuritaire inédit fondé sur la non-ingérence et la défense mutuelle. Février, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, annonce le retrait définitif des forces françaises de Kambouansé, marquant une rupture militaire symbolique. Mars, des diplomates africains signalent que plusieurs États côtiers suivent ces mouvements avec prudence, mais attention. Avril, le Libéria convoque un comité spécial sur la réévaluation des partenariats régionaux. Son rapport préliminaire identifie 3 priorités: la stabilité des corridors commerciaux, la sécurité énergétique et la représentation équitable au sein des institutions régionales. Mai, une délégation conjointe burkinabo-malienne visite Conakry, ouvrant la voie à une alliance économique parallèle. Juin, la presse libérienne révèle des échanges discrets entre Monrovia et Ouagadougou. C'est la première fois qu'un État d'Afrique de l'Ouest hors Sahel exprime publiquement le souhait de collaborer avec l'AES. Juillet, la tension monte à Abuja, siège d'ECOWAS. Les dirigeants craignent que cette nouvelle dynamique n'érode l'influence du bloc historique. Mais en coulisses, certains diplomates admettent qu'il devient difficile d'ignorer une alliance qui contrôle plus de 3,5 millions de kilomètres et plus de 15 millions d'habitants. Août, lors d'une conférence sur la sécurité régionale à Lomé, des experts reconnaissent que les opérations conjointes de l'AES ont réduit de 7% les incursions frontalières dans la zone des 3 frontières. Septembre, les chiffres économiques confirment la tendance. Les échanges intra-AES ont progressé de 22% en volume depuis le début de l'année. Octobre. C'est dans ce contexte que le président du Libéria prépare son discours pour l'Assemblée générale des Nations unies. Les brouillons fuités parlent déjà d'un dialogue sans complexe entre le Sahel et la côte atlantique. Mais personne n'imagine encore qu'il appellera nommément Ibrahim Traoré à la tribune. Le 9 octobre, son allocution frappe comme une onde de choc. L'Afrique ne demande plus la permission de coopérer. Cette phrase, devenue virale, sert de pivot à tout le débat diplomatique. Dans les heures qui suivent, plusieurs chancelleries africaines réagissent. À Ouagadougou, le porte-parole du gouvernement burkinabé salue une ouverture historique. À Abuja, les réactions sont plus mesurées mais reconnaissent la nécessité de canaux alternatifs de concertation. À Bruxelles et à Paris, on évoque un précédent diplomatique à surveiller. Monrovia, consciente du séisme qu'elle provoque, temporise. Notre invitation n'est ni un alignement ni une rupture, mais un test de maturité régionale. Cette séquence éclaire la logique d'ensemble. Ce qui semblait au départ un acte isolé s'inscrit dans une reconfiguration plus vaste. Ibrahim Traoré, autrefois perçu comme le symptôme d'une instabilité, devient ici le catalyseur d'une conversation panafricaine sur la souveraineté réelle. L'histoire retiendra peut-être ce mois d'octobre 2024 comme celui où l'Afrique a cessé d'attendre qu'on lui dicte le tempo. L'analyse des données confirme que le discours de Monrovia n'est pas une posture symbolique, mais un virage mesurable. 3 indicateurs majeurs illustrent cette mutation: la sécurité régionale, les échanges économiques et la perception internationale. Sur le plan de la sécurité régionale, le contraste du baseline delta.
Avant la création de l'AES, les rapports de l'Union africaine estimaient que la zone dite des trois frontières enregistrait en moyenne 72 attaques mensuelles. 12 mois après la mise en place du commandement conjoint burkinabo-malio-nigérien, ce chiffre tombe à 58 incidents par mois, soit une baisse d'environ 9%. Ce recul, modeste mais constant, indique que la coordination locale, même sans soutien extérieur, commence à produire un effet de stabilisation. Pour le Libéria, pays côtier encore vulnérable au trafic transfrontalier, ces chiffres servent de repères stratégiques. Dialoguer avec les pays du Sahel n'est plus un risque, mais une opportunité de prévention. Sur le plan économique, la montée d'un marché intérieur. Les statistiques de la CEDEAO montrent une chute de 11% des flux commerciaux entre l'espace francophone et les ports atlantiques depuis. Pourtant, à l'intérieur de l'AES, les volumes échangés ont augmenté de 22% sur la même période, portés par des initiatives locales en matière d'énergie et de minerais. L'accord signé à Niamey en juin 2024 sur la mutualisation du transport de phosphate et de coton a par exemple réduit de 14% les coûts logistiques régionaux. Monrovia, dont 38% des exportations transitant encore par des ports sous influence étrangère, y voit la possibilité de diversifier ses débouchés sans renoncer à ses alliances historiques. Les économistes libériens parlent désormais d'un corridor de souveraineté reliant l'Atlantique au Sahel, un concept impensable il y a 2 ans. Quant à la perception internationale, la courbe de reconnaissance. Les données médiatiques compilées par l'Institut africain d'études stratégiques montrent une hausse de 40% des mentions positives liées à l'AES dans la presse africaine entre mars et octobre. À l'inverse, les articles occidentaux exprimant des réserves sur Ibrahim Traoré ont diminué de 15%, signe d'un repositionnement narratif. Cette évolution ne signifie pas une adhésion sans condition, mais un glissement de regard. Le Sahel cesse d'être perçu uniquement comme un foyer de crise pour devenir un laboratoire politique. Le Libéria, en s'y associant, capitalise sur cette tendance pour apparaître comme un acteur lucide plutôt qu'un suiveur. L'ensemble de ces chiffres dessine un même delta, celui d'une Afrique qui mesure enfin sa propre trajectoire. Sous cet angle, le geste du président libérien n'est pas un élan isolé, mais la traduction diplomatique d'un rapport de force en mutation. Et lorsque Ibrahim Traoré évoque sa souveraineté concrète, ces données lui donnent une matérialité inattendue. Ce n'est plus un slogan, c'est une statistique. Les partisans et les critiques de l'initiative libérienne s'accordent sur un point. Elle rompt avec la logique d'attente. Mais leurs lectures divergent sur la nature du risque. Pour les premiers, l'ouverture envers Ibrahim Traoré et l'alliance AES constitue un acte de réalisme politique. Ils avancent que l'Afrique ne peut plus prétendre à la stabilité sans inclure ceux qui la redéfinissent par la force des faits. En s'adressant directement à Ouagadougou, Monrovia prouve que le dialogue n'est pas une trahison, mais une stratégie. Ces analystes rappellent que plusieurs révolutions africaines ont d'abord été stigmatisées avant d'être reconnues comme fondatrices. L'histoire de l'Union africaine elle-même en est un exemple. Selon eux, ignorer les régimes militaires reviendrait à ignorer des millions de citoyens qui les soutiennent. Les opposants, eux, redoutent une normalisation du non-conventionnel. Ils estiment que recevoir les dirigeants de l'AES revient à fragiliser les normes constitutionnelles régionales. Pour eux, la légitimité doit rester conditionnée à la transition vers des élections, faute de quoi l'Afrique institutionnelle s'enfonce dans l'ambiguïté. Ils soulignent que les gains économiques actuels demeurent fragiles. Une baisse de 19% des attaques n'efface pas la dépendance énergétique, ni la vulnérabilité des marchés intérieurs. Leur argument est clair. Sans cadre politique stable, la coopération reste un pari. Entre ces deux pôles, une troisième voie se dessine, celle du dialogue conditionnel. Monrovia pourrait devenir un médiateur, non un converti. Son objectif implicite serait d'intégrer la logique de souveraineté de l'AES
tout en préservant les principes démocratiques. C'est dans cet équilibre que réside la vraie complexité de la démarche libérienne. Reconnaître la réalité sans la cautionner, transformer la défiance en conversation. Au fond, ce débat traduit une tension durable. Faut-il d'abord sécuriser la légitimité ou la stabilité? Et peut-on, pour une fois, penser les deux ensemble? 8 mots suffisent à inverser. La lecture. L'Afrique négocie, elle ne supplie plus. Cette phrase, prononcée à mi-discours, agit comme un sésame. Elle marque le moment où l'initiative libérienne cesse d'être un simple plaidoyer et devient une reconfiguration assumée du langage diplomatique. Depuis ce point, la rhétorique change de texture. Le ton n'est plus celui d'un continent qui réclame sa place, mais celui d'un acteur qui redéfinit le jeu. Le nom d'Ibrahim Traoré surgit à nouveau, non plus comme symbole de rupture, mais comme preuve que l'audace peut être institutionnalisée. Le Libéria n'applaudit pas l'AES, il s'y adresse, nuance cruciale. Ce glissement transforme la posture. Dialoguer n'est plus se justifier, c'est s'affirmer. Dans la salle, les diplomates perçoivent la bascule. Certains notent que pour la première fois depuis des décennies, un État non sahélien défend la légitimité de ceux qui ont rompu avec les structures classiques. D'autres y voient un test grandeur-nature. Jusqu'où la communauté internationale tolérera-t-elle une Afrique qui parle d'égal à égal? Ce moment central ne résout rien. Il ouvre l'après. Cet effet de la nouvelle diplomatie libérienne ne se mesure pas seulement dans les communiqués officiels, mais dans la vie des 4 groupes qu'elle touche: les nations voisines, les diplomates, les populations et les acteurs économiques. Commençons par les nations voisines. La Côte d'Ivoire et le Ghana, observateurs attentifs, perçoivent l'initiative de Monrovia comme un test de maturité régionale. Des diplomates d'Abidjan admettent que l'ère des lignes rouges s'estompe. L'Afrique de l'Ouest découvre qu'elle peut dialoguer en interne sans permission extérieure. Cette évolution entraîne déjà des effets pratiques. Des discussions informelles entre ministères de la Défense portent sur la création d'un mécanisme d'alerte partagée pour anticiper les crises frontalières liées ici. En somme, le Libéria ouvre un espace de coordination là où régnaient les silences. Du côté diplomatique, à New York comme à Addis Abeba, les chancelleries s'ajustent. Certaines capitales européennes expriment leur prudence, mais reconnaissent l'émergence d'un acteur crédible au sud du Sahara. Les représentants du Burkina Faso, de la Mali et du Niger multiplient les échanges bilatéraux, souvent en marge des grands sommets. Ce réchauffement progressif traduit une idée simple. Ibrahim Traoré et ses homologues ne cherchent pas à s'isoler, mais à reformuler les règles du jeu. Pour Monrovia, cela signifie qu'un nouvel équilibre de pouvoir devient possible, fondé non sur la conformité, mais sur la réciprocité. Du côté des populations, au Burkina Faso, des sondages réalisés par des ONG locales montrent qu'environ 68% des citoyens perçoivent positivement l'ouverture du Libéria. Pour eux, ce geste traduit la reconnaissance de leur lutte. À Monrovia, les réactions sont partagées. Une partie de la jeunesse s'enthousiasme pour la perspective d'un leadership africain affranchi, tandis que certains intellectuels craignent un effet domino incontrôlable. Mais même les plus sceptiques reconnaissent que le débat public s'élargit. On ne parle plus seulement d'aide, mais d'architecture du pouvoir. Sur le plan économique, le commerce régional reflète déjà l'impact du changement. Les compagnies minières du Sahel sollicitent des partenariats logistiques avec des ports libériens pour contourner les zones instables du golfe de Guinée. Les flux d'investissement internes à l'Afrique de l'Ouest ont augmenté de 15% au 3e trimestre 2024, portés par les échanges agricoles et énergétiques. Ce regain prouve que la stabilité peut naître d'une alliance d'intérêts, non d'une tutelle. À long terme, ces mutations posent une question décisive. Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller dans la redéfinition de ses alliances sans déclencher de nouveaux clivages? Le Libéria, par son invitation audacieuse, joue un rôle d'intermédiaire.
entre prudence diplomatique et pari historique. Et Ibrahim Traoré, en acceptant d'être ce point de gravité, transforme la contestation en conversation. Le futur proche de cette alliance africaine redessinée peut se lire selon 3 trajectoires. Elle ne prédise pas, elle projette, à partir des signaux observés depuis l'invitation du Libéria à Ibrahim Traoré et à l'AES. Dans un premier scénario, la coordination prudente. Monrovia accueille une rencontre exploratoire avant la Millet. Délégations de Bamako, Niamey et Ouagadougou y participent avec des observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine. Les discussions portent sur la sécurité des frontières et la circulation des biens essentiels. Les États évitent les gestes spectaculaires, mais entérinent un protocole d'échange technique régulier. Ce scénario stabilise la dynamique sans bouleversement. Il installe la coexistence des blocs plutôt que leur fusion. Dans une version plus favorable, l'axe de la souveraineté constructive. Le Libéria devient médiateur reconnu d'un dialogue Sahel-Atlantique. Les corridors commerciaux entre Ouagadougou et Monrovia s'ouvrent, soutenus par des partenariats miniers et énergétiques. L'appui discret d'autres nations du Sud renforce la légitimité de l'AES, qui passe du statut de coalition défensive à celui de plateforme de développement. La croissance régionale gagne 2 points. La confiance citoyenne monte. Ibrahim Traoré s'y impose comme figure d'équilibre entre fermeté nationale et ouverture continentale. Et dans un scénario plus incertain, la fragmentation silencieuse. Si les pressions extérieures se durcissent, si les États côtiers hésitent à s'engager, la fenêtre se referme. Les sanctions financières ou les rivalités diplomatiques peuvent isoler l'AES et décourager les modérés. Le Libéria perdrait alors son rôle pivot et retomberait dans une neutralité prudente. L'idée d'une souveraineté africaine négociée redeviendrait un slogan, non un chantier. Entre ces 3 lignes, une même recommandation se dégage. Mesurer le succès non à la rapidité du changement, mais à sa cohérence. Car si l'Afrique veut redéfinir ses alliances sans se déchirer, elle devra apprendre à parler fort, mais à plusieurs. La portée de cette nouvelle phase africaine ne se joue pas uniquement dans les chancelleries, mais dans les consciences. Au Libéria, la jeunesse lit dans ce dialogue une possibilité de réinvention. Si Monrovia peut parler à Ibrahim Traoré, alors tout citoyen peut dialoguer avec le monde sans passer par l'intermédiaire des puissants. Dans les campus universitaires, des débats s'ouvrent sur le sens du mot souveraineté. Est-ce une posture idéologique ou une compétence collective à reconstruire? Au Burkina Faso, le symbole s'inverse. Les étudiants de Ouagadougou évoquent l'invitation libérienne comme la fin du monologue du Nord. Les femmes commerçantes, frappées par les fermetures de frontières, espèrent que cette main tendue ramènera la fluidité du marché. L'idée d'une Afrique qui se parle elle-même n'est plus perçue comme un rêve panafricain abstrait, mais comme une nécessité économique. Dans la société civile, des ONG redéfinissent leur rôle. Elles veulent devenir des traductrices de la volonté populaire plutôt que de simples relais de projets extérieurs. Les artistes s'en emparent. Chansons, affiches, documentaires rappellent que la diplomatie commence par le langage du quotidien. Un slogan circule. Si l'Afrique s'écoute, le monde écoutera. Ce déplacement du centre de gravité, presque invisible au premier regard, traduit la véritable révolution, l'autonomie émotionnelle d'un continent longtemps raconté par d'autres. Et si l'histoire, cette fois, s'écrivait depuis ses propres rues, l'heure n'est plus aux déclarations, mais à l'architecture. Le Libéria, en invitant l'alliance AES, a ouvert une porte. Encore faut-il tracer le couloir. 5 étapes structurent cette feuille de route, à la fois concrète et adaptable. Institutionnaliser le dialogue. Avant tout sommet officiel, établir un groupe de contact mixte entre Monrovia, Ouagadougou, Bamako et Niamey. Objectif: transformer l'invitation symbolique en processus continu, avec réunions trimestrielles et rotation de présidence. Mutualiser les données de sécurité. Créer une plateforme partagée, ancrée à l'université de Monrovia,
pour agréger les informations frontalières et anticiper les flux de crise. Ce système, testé en version pilote, permettrait d'éviter la fragmentation des réponses face aux menaces communes, construire un corridor économique, relier le port de Buchanan à la route transsahélienne par un réseau logistique financé conjointement. Ce projet, évalué à moyen terme, pourrait réduire de 20% le coût d'exportation des matières premières et accroître l'autonomie des États enclavés. Encadrer la coopération civile. Les ONG et chambres de commerce doivent élaborer une charte d'engagement mutuel, transparence, respect de la souveraineté, transfert de compétences locales. C'est là que les citoyens reprennent place dans le projet continental. Organiser une conférence panafricaine du réalisme, sous le thème « Souveraineté, coopération, stabilité ». Une tribune où Ibrahim Traoré pourrait dialoguer avec les chefs d'État côtiers sans intermédiaire, sur un pied d'égalité. Cette feuille de route ne promet pas l'unanimité. Elle propose une méthode. Avancer non par imitation, mais par invention collective. Et dans cette invention, la parole libérienne fait déjà école. La boucle se referme là où elle a commencé, sur une voix et un nom. Lorsque Ibrahim Traoré a été cité à la tribune de l'ONU, le silence qui a suivi n'était pas celui de la controverse, mais celui d'une reconnaissance tardive. Dans ce moment suspendu, le Libéria a tendu un miroir à toute l'Afrique. Un miroir où se reflète à la fois le courage de dire non et la dignité de proposer un oui différent. L'image la plus forte demeure celle des jeunes diplomates de Monrovia, levant les yeux vers la caméra pendant la retransmission. Ils n'applaudissent pas, ils comprennent. Ils comprennent que la souveraineté ne se crie pas, elle se construit, qu'un continent peut redevenir maître de sa narration sans renier sa complexité. Le mot invitation prend alors une autre valeur, non celle d'un geste politique, mais celle d'une passerelle entre générations. Et si, au fond, la véritable révolution africaine n'était pas celle des armes ni des chartes, mais celle du regard, celui qui ose voir dans chaque désaccord la promesse d'un nouveau commencement. Tout commence et se termine par un regard. Lorsque Ibrahim Traoré a été nommé dans l'hémicycle des Nations Unies, la caméra s'est brièvement posée sur les jeunes diplomates du Libéria. Pas un applaudissement, pas un mot. Seulement ce silence attentif d'une génération qui mesure ce qu'elle vient d'entendre. Ils comprenaient que leur pays venait d'écrire, sans grand discours, une page de réconciliation continentale. À Ouagadougou, les images ont circulé jusque dans les cafés et les campus. Elle rappelait qu'entre défiance et dialogue, il existe toujours un espace pour la dignité. L'invitation libérienne, reprise, débattue, critiquée, aura finalement produit l'essentiel. Un changement de ton. Non plus l'Afrique qui s'excuse d'exister, mais celle qui assume de s'inventer. L'émotion de ce moment tient à sa simplicité. Un geste, une parole, une reconnaissance. Et dans ce fil tendu entre Monrovia et le Sahel, quelque chose s'est transmis. Une respiration commune. L'histoire retiendra peut-être que la souveraineté a commencé par un mot prononcé avec calme. L'Afrique ne cherche plus des spectateurs, elle appelle des partenaires. À la suite de l'invitation du Libéria, une idée simple circule. Chaque voix, chaque initiative locale compte pour construire la souveraineté réelle. Ce projet ne dépend pas d'un sommet ni d'un traité, mais d'une vigilance collective, celle qui refuse que l'avenir soit écrit ailleurs. Les citoyens, les chercheurs, les entrepreneurs, les étudiants peuvent prolonger ce dialogue, en partageant ces débats, en questionnant leurs institutions, en exigeant la transparence des partenariats. Ils deviennent eux-mêmes les architectes du continent qu'ils souhaitent voir naître. C'est là la portée ultime du geste posé devant les Nations Unies, transformer la parole diplomatique en mouvement social. Et si, au lieu de demander quand viendra le changement, nous commencions à l'écrire ensemble, car l'histoire ne récompense pas les témoins, mais ceux qui osent converser, proposer,
bâtir. À vous, maintenant, d'ajouter une voix au récit, calmement, lucidement, résolument.